Salut. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé un peu de la pyramide, que ça pouvait représenter les 7 chakras. Donc le huitième, c'était un lotus arc-en-ciel qui avait toutes les couleurs en fait de tous les chakras en fait. C'était un peu un arc-en-ciel qui est le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu foncé et le violet. Euh, D'ailleurs, la question que je me pose, c'est que quand on prend les pyramides à l'intérieur de la pyramide, quand on prend le rouge, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire et le chakra du cœur, et après, quand on arrive après au niveau du chakra de la gorge, la pyramide est inversée. Donc la question que je me pose, donc, parce qu'après au-dessus on peut poser une pyramide, donc la pyramide du troisième, ouais, c'est ça, du troisième œil. Et donc juste en dessous du troisième œil, c'est celui de la gorge, donc la communication. Et donc la question que je me pose, c'est que la pyramide qui est tout en haut, qui représente pas le chakra couronne, parce que le chakra couronne, c'est l'ensemble de la pyramide qui englobe les 6 autres chakras. Mais ce qui englobe après les 7 chakras, en plus du chakra couronne, il y a le lotus qui est au-dessus, le lotus, on peut dire arc-en-ciel en quelque sorte, qui est le huitième chakra, qui est un récupératif des 7 chakras en fait. Et donc la question que je me pose, c'est au niveau du chakra de la gorge. Parce qu'en fait, il se retrouve un peu inversé par rapport aux autres pyramides. Les pyramides sont vouées vers le haut, alors que la pyramide de la gorge est ancrée sur les 4 autres pyramides, qui est le chakra racine, le chakra sacré, solaire et du cœur. Et donc, il y a le chakra près de la gorge qui est posé entre les 4 chakras. Et donc, si on suit, peu importe comment on les place, enfin, il y a quand même un ordre. Quand on les suit, ça fait comme un carré qui suit et après qui rentre dans le centre, qui passe par le chakra de la gorge et qui remonte. Et quand on suit un peu ce cercle comme ça et qui remonte, ça fait un peu comme un serpent qui se mettait debout en fait. Et ça me fait penser au bouddhisme, Bouddha, qui avait médité pendant, j'ai vu, il me semble que c'est une vingtaine de jours ou une trentaine de jours près d'un arbre et que justement il y avait un cobra qui l'avait protégé. Et pourquoi le cobra, ce ne sera pas une représentation aussi de la pyramide? Dans le sens où quand on regarde la pyramide, quand on met les pyramides justement dans une grande pyramide, le chakra qui est inversé, c'est le chakra de la gorge. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que est-ce que ces chakras-là, tous les chakras ils montent vers le ciel et le chakra de la parole descend vers le bas. Donc, est-ce que c'est une signification qui veut dire que, en fait, la parole qu'on communique dans le monde des vivants, dans le monde de la matière, etc., ne serait pas la parole d'une force supérieure, un dieu, peu importe comment on l'appelle, un dieu architecte, qui descendrait et qui viendrait justement te donner de l'information via au chakra couronne qui redescend jusqu'au troisième œil, donc avoir une bonne vue pour avoir la bonne communication. Ou est-ce que cette pyramide est inversée pour nous dire que c'est dans le silence qu'on comprend les choses? Est-ce que c'est pas dans le sens où, en méditant dans le silence, qu'on comprend les choses, au lieu de parler et de pas écouter? Est-ce que c'est pas une signification de plus écouter que parler? Parce que parler pour ne rien dire, c'est pas utile. Mais écouter et ne rien dire, c'est peut-être plus utile. Et en écoutant, on apprend. Alors qu'en parlant, la personne qui est en face de toi ne peut pas parler parce que toi tu parles. Par signe de respect. Tu ne vas pas parler en même temps que l'autre parce qu'après vous ne vous comprenez pas. Donc cette pyramide qui est inversée ne sera pas une signification de garder un certain silence, une certaine méditation, et que c'est les informations du chakra de la gorge, en fait, c'est des informations qui viendraient euh, d'un dieu, peu importe comment on peut l'appeler, le divin, et qui viendraient justement sur le chakra, le huitième chakra, qui redescend après, si on arrive justement au huitième chakra et qu'on comprend bien comment fonctionnent tous les chakras, les pôles énergétiques. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des chakras au niveau des mains, hein, et aussi au niveau des pieds. Ça peut paraître bête, mais par exemple, les guérisseurs, il y a aussi des chakras qu'on peut appeler secondaires. Des chakras qu'on a dans les mains,
je peux pas, je saurais pas les nommer, mais je suis presque sûr qu'on a des chakras autres que de la colonne vertébrale, des chakras en fait de guérisseurs, pour guérir les gens, par exemple ceux qui ont du magnétisme, etc. Euh, et donc bah, ces chakras-là seraient peut-être des chakras soit énergétiques qui vont transmettre de l'énergie, ou soit prendre de l'énergie. Donc ces chakras-là, si on pouvait faire une représentation, ce sera plutôt des chakras, je dirais, avec le yin et le yang, le blanc et le noir. Et comme on peut voir sur le yin et le yang, euh, il y a un côté blanc, un côté noir, mais sur le côté blanc et le côté noir, il y a un point blanc ou un point noir. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi que dans le bien, il y a aussi la graine du mal. Et donc il faut faire attention. Et que dans le mal, il y a aussi une graine, euh, quelque chose du bien. Donc ça veut dire que dans les violences qu'on peut voir chaque jour dans le monde, donc ce qu'on peut appeler aussi euh, l'obscurité, le monde, le bas astral, le chakra racine, le chakra de, comment dire, de la survie. Et donc, en fait, quand on regarde le yin et le yang, on peut voir que dans le bien, il peut avoir une graine du mal. Et donc, on peut être dans le bien, mais faire germer une graine mauvaise. Et on peut être aussi dans le mal, mais faire germer une graine de bien. Euh, je sais que ça va être, c'est un peu un point, comment on appelle ça, Darwin ou je sais plus quoi. Là, enfin, à chaque fois, on parle sur des mêmes dictateurs comme Himmler. Euh, Lui, quand il a fait déjà, il est socialiste, hein, déjà. Donc, il a fait un coup d'État en 1933, etc. euh, dans, je sais pas comment on appelle ça en Allemagne. C'est un peu comme un hémicycle. En vrai, peu importe. Mais lui, en faisant le mal avec les Juifs, etc. Est-ce que ça aurait pas donné un élan de positivité en fait pour les générations futures? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, en plantant sa graine du mal sur la deuxième guerre mondiale, est-ce qu'il n'aurait pas assoufflé dans les générations futures de ne pas reproduire justement ce qui s'est passé avec la Shoah et justement bah, au Switch, etc. D'ailleurs, je reprends aussi sur certains youtubeurs qui vont au Switch et qui prennent des photos avec des grands sourires et tout, mais c'est hyper triste ce qui s'est passé dedans. On peut voir par exemple des portes qui se sont fait gratter à même le sang, les gens parce qu'ils voulaient sortir, parce qu'ils se faisaient gazer, des gens qui se faisaient déposséder de leurs biens, par exemple les juifs qui se faisaient déposséder de leurs tableaux, par exemple de maîtres ou même des objets de valeur qui étaient volés aux juifs sans aucune... disons qu'ils avaient quasiment plus de droits et on caricaturait les juifs comme quoi ils volaient le travail, etc. Mais quand on réfléchit, c'est pas ce qu'on fait un peu avec les musulmans ou les immigrés qui viennent en France. On fait pas un peu la même, on reproduit pas l'histoire du genre les réfugiés climatiques ou les réfugiés qui trouvent pas de travail, qui sont dans la misère et qui viennent en France pour essayer de trouver de l'emploi, etc. Est-ce que les médias ne véhiculent pas un certain discours de haine envers les étrangers? C'est pas un peu ce que Hitler faisait aussi à son époque, en disant que les Juifs volent le travail, il prend les capitaux, il prend votre travail de vos enfants. Si un Juif, vous pouvez pas lui faire confiance, ou des caricatures avec des gros nez, machin, ou que tous les Juifs c'était des banquiers ou des choses comme ça. Et quand on regarde aujourd'hui, bah, on fait un peu la même chose avec d'autres ethnies, comme les musulmans, ou ça peut être par exemple encore sur les juifs d'ailleurs. Et c'est pareil dans d'autres pays qui vont être par exemple principalement musulmans, qui vont être anti-chrétiens, etc. Et donc on reproduit ce qu'un dictateur a fait à la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, mais sur d'autres minorités. Et c'est toujours les mêmes minorités qui sont, comment dire, qui se font bah, je veux dire, comme les mots me viennent, se font taper dessus en quelque sorte. Comme on peut voir en Amérique avec les Afro-Américains qui vivent dans la misère, qui sont obligés, par exemple, de vendre de la drogue pour se sortir, ou après ils vont dire oui, mais ils sont pas obligés de vendre de la drogue pour se sortir, ils peuvent très bien, enfin, que maintenant, sur beaucoup d'États, le cannabis est légalisé, mais avec la Colombie qui est pas très loin, qui remet de la cocaïne, etc. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand on voit la politique de Trump et tout qui dit ouais
et les Africains, on voit que c'est toujours les mêmes minorités qui se font rabaisser dans la société. C'est pareil pour ma part, en tant que personne invalide, avec mon hémiplégie partielle du côté droit et le syndrome de Little, euh, j'ai quand même, il y a quand même une discrimination envers l'emploi. Pour trouver du travail en tant qu'handicapé, c'est beaucoup plus compliqué. Un patron, par exemple, va préférer prendre quelqu'un de valide. Pourtant, il y a des quotas dans les sociétés qu'il faut, par exemple, embaucher des personnes invalides pour respecter la loi, l'inclusif en fait, pour inclure tout le monde. Et j'ai entendu dire qu'il y a certains patrons qui prévoient à la limite payer des amendes qu'embaucher des personnes invalides. Donc ça va jusqu'à ce point-là. Donc c'est toujours les mêmes minorités. Donc imaginez une personne africaine de couleur africain, quoi, hein, couleur noire, qui serait handicapée, à la fois noire, et en plus de ça, la personne elle est lesbienne ou le gars il est gay. C'est un gars qui est noir, handicapé et qui est gay. Bah, il a on va dire les trois trucs qui fait que bah lui, il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il est noir, parce qu'il suit pas la norme de la sexualité et parce qu'il est handicapé. Donc pour trouver un emploi, bah pour lui ça va être compliqué. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il va faire quoi? Il va essayer de trouver, soit il va dealer, soit il va essayer de se débrouiller un peu comme il peut, faire de la manche ou peut-être vendre de la ferraille ou essayer de faire des réparations à droite à gauche au black et tout. Mais en réparant des trucs comme ça au noir et tout, sans être déclaré ni rien, bah sa retraite elle va être minime. Donc euh, parce que c'est vrai qu'au début je parlais des chakras, etc. Mais disons que tout ça, je pense que c'est systémique en fait, que tout est lié en fait, et que ce qui s'est passé dans le passé se reproduit encore aujourd'hui. On peut voir par exemple au Rwanda ou un truc comme ça, enfin un pays africain ou au Congo où il y a eu un génocide de plus de 8 millions de personnes il y a plusieurs années. Les médias en ont parlé vite fait, mais sans plus. Et pourtant, quand on regarde les médias comme BFM Télé ou d'autres chaînes, d'ailleurs BFM Télé, c'est pas une chaîne que je regarderais parce que bon, limite tu la regardes, tu peux être musulman et tu regardes la télé au bout de... Enfin, c'est une blague, hein. Mais tu regardes la télé, t'es musulman et tout, tu le regardes, à la fin de la journée, tu deviens raciste de ta propre... des autres musulmans alors que t'es toi-même musulman, quoi. Enfin bon, enfin, je veux dire, quand tu écoutes les médias, c'est toujours des trucs, trucs drama. C'est style drama, des trucs qui s'est passé, des trucs graves. Il y a jamais... Pourquoi ils passent pas des infos de trucs positifs? Genre, moi j'aimerais bien qu'à la télé, tu vois, ils nous mettent des infos où il y a un petit plus, où il y a un autre où il y a un petit moins. Du genre, c'est info négatif, info positif. Et donc tu choisis quelle info que tu vas regarder. Parce qu'on voit pas beaucoup de trucs où des choses qui se passent bien dans notre pays, des avancées par exemple au niveau démocratique, des avancées sur par exemple quelqu'un qui a réussi je sais pas, créer une forêt nourricière ou quelqu'un qui a réussi à construire une maison tout est écologique pour pas cher, comment il s'est débrouillé pour le faire, etc. Donner des astuces, etc. Se tourner vers l'écologie, parler un peu plus d'écologie, etc. Parler de choses positives qui s'est passé dans le pays, que toujours chercher toujours le sensationnel. Par exemple, des braquages, la bourse qui s'effondre, le bitcoin qui augmente, enfin, que des trucs qui vont sur la finance, des choses comme ça et tout. Mais on parle jamais, par exemple, que, en gros, bah, je sais pas, pourquoi il nous parlerait pas, par exemple, il y a quelqu'un qui est retrouvé dans un, comment on appelle ça, un hôpital et qui a fait la lecture des personnes qui ont un cancer ou une personne qui est rentrée dans un hôpital et qui a aidé des médecins parce que lui-même il est médecin, enfin il a des diplômes de médecin mais il l'a fait bénévolement. Euh, Pourquoi on gratifie pas la positivité des gens, le bien-être, etc. Et pourquoi d'ailleurs aussi, pourquoi dans notre pays on n'a pas l'indice de bonheur comme dans certains pays au Tibet, par exemple, l'indice de bonheur, pourquoi on ne l'a pas en France? Et pourquoi aussi, par exemple, sur les produits de grande surface, pourquoi ils font pas comme en Inde? Par exemple, pour les produits où il y a de la chair animale, ils mettent un point rouge. Pour ce qui est végétarien, ils mettent un point orange. Et pour ce qui est vert, ben, ils mettent un point vert. Comme ça, on n'a pas besoin de taper toute la lecture derrière de tous les ingrédients. Au moins, on voit qu'il y a un point vert, on sait que c'est végétalien. On voit qu'il y a un point orange, ben, on sait que c'est point vert, c'est végétalien. Et quand il fait un point orange, on sait que c'est végétarien. Quand c'est un point rouge, on sait qu'il y a de la chair animale. Et donc,
pour choisir nos produits, bah, c'est plus facile. On voit un point vert, bah, on sait qu'on peut le prendre. Pas moi, en tant que végétarien, je sais que je vois un point vert ou un point orange, je peux les prendre. Moi, s'il y a un point rouge, je ne le prends pas parce que je sais qu'il y a de la chair animale. Bah, ce sera beaucoup plus facile, tu vois. Ou des choses comme ça, tu vois, qui pourraient améliorer fortement la rapidité, en fait, en termes de faire ses courses, par exemple. Et après aussi, par exemple, favoriser aussi les commerces de proximité, les agriculteurs, les pays, les rémunérer mieux que ce que la grande distribution les rémunère, par exemple. Et ça leur ferait des meilleurs salaires. Mais donc oui, pour revenir sur la pyramide, la question que je me pose, c'est pourquoi la pyramide de la parole est inversée? Est-ce que ce serait une parole qui viendrait du ciel et qui nous donnerait la capacité de parler et donc de transmettre l'information? Mais la question que je me pose, pour pouvoir donner des bonnes informations, est-ce qu'il faut avoir aussi son troisième œil ouvert aussi? Parce que si tu n'as pas une bonne vision du monde, comment veux-tu transmettre la bonne information? Tu vois. Et donc, garder le silence, comme certains Tibétains le font vœu de silence, et ben peut-être c'est pour mieux écouter, pour mieux entendre les chants des oiseaux, entendre le vent qui souffle dans les arbres, entendre les choses qu'on ne prend même plus le temps d'écouter. Euh, des, des- des choses qui sont peut-être pas importantes pour certains, mais qui ont une grande importance et une grande valeur en termes de bien-être, en fait. On ne prend plus le temps. Notre société, c'est toujours la productivité et la rapidité. Et on ne prend même plus le temps de vivre les choses et de ressentir les choses. Et donc, on devrait plutôt rentrer dans une société qui valorise justement le bien-être euh, humain et non partir sur de l'esclavagisme comme ils font avec les sociétés, comme j'avais parlé tout à l'heure avec le short là, où les patrons, eux, ils s'en foutent s'il y a un mec qui se barre, il sait qu'il a 10 derrière, qui prend le poste parce que eux, ils vont être radiés avec le RSA ou parce qu'ils sont en fin de chômage. Il sait qu'il va avoir un autre derrière, il s'en fout du salaire, du moment qu'il a son salaire, parce que il va pouvoir au moins payer son loyer et pouvoir se payer à bouffer. Je veux dire, faut pas oublier que certes, les patrons aussi, ils ont des responsabilités et que eux aussi, ils sont humains et qu'ils peuvent pas, c'est pas des surhumains, ils peuvent pas tout faire non plus. Parce que quand tu payes un salarié, tu as aussi des charges. Et pourquoi pas réduire justement ces charges-là pour le patronat, pour justement y passer aux 30 heures et réduire un peu les charges patronales pour justement qu'ils puissent embaucher plus et donc avoir moins de chômage. J'ai regardé des documentaires, etc., qui expliquaient comme quoi, qu'est-ce qu'ils expliquaient? Que, ouais, que le chômage était important pour la société. En gros, il fallait quand même qu'il y ait un seuil de chômage, que c'était important pour la société. En gros, des gens qui ne travaillent pas, euh, avoir une société qui est 100% productive, c'est-à-dire que tout le monde a un travail, ce serait pas bon pour l'économie, d'après ce que j'ai compris. Par exemple, quand ils disent, ouais, le taux de chômage est plutôt bas, c'est-à-dire que le taux de chômage est à 3 ou 4%. Mais quand on fait ça sur une population de plus de 70 millions d'habitants, c'est beaucoup. Mais après, je compte pas ceux qui sont mineurs. Tu vois. Je parle de ceux qui sont majeurs. Et encore à 16 ans, quand tu as 16 ans, tu peux toucher, je crois que c'est 70% du SMIC ou 80% du SMIC quand tu as 16 ans, quand tu fais un apprentissage. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, c'est tous ensemble. C'est euh, c'est pas tout seul dans son coin qu'on va avancer. Après, certes, si tu es dans ton coin et tu crées quelque chose de beau, moi personnellement, pour mon projet d'art fruitier, etc., c'est justement pour justement rendre un peu de diversité euh, à l'écosystème et de faire revenir peut-être éventuellement des animaux, par exemple des oiseaux. Combien d'oiseaux se prend les gros immeubles, les gratte-ciel et tout le bordel aux États-Unis, même en France, hein, on a des grandes tours. Combien d'oiseaux se prend les vitres des gratte-ciel et qui meurent à cause de ça? Il y a beaucoup de migrations d'oiseaux comme ça qui meurent à cause justement des gratte-ciel. Euh, Par exemple, c'est pareil avec le réchauffement climatique, avec Donald Trump là, qui fait un canular. Mais si les pôles Nord et le pôle Sud faut qu'ils sachent que comment on appelle ça, les champs magnétiques de la planète va changer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui sont arides va devenir des régions peut-être humides ou tempérées, et d'autres régions qui sont tempérées ou humides vont devenir des régions désertiques. Et aussi les courants océaniques qui vont changer,
qui seront plus les mêmes. Parce que si les glaciers fondent, bah, c'est tout l'océan qui change. Et c'est tout un écosystème, c'est tout qui va être basculé. Donc, dire que ouais, c'est un canular et tout, ouais, mais lui, ça leur revient parce que c'est un businessman, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pétrole aussi au pôle Nord, hein. Donc lui, ça l'arrange bien que le réchauffement climatique, pour lui, c'est un canular parce que lui, il s'en fout, il attend juste que ça fond et qu'il puisse aller forer du pétrole. Et encore, il y a des droits internationaux au pôle Nord, hein. Tout le monde n'a pas le droit d'aller au pôle Nord comme ça appartient pas à tout le monde, hein. C'est un terrain neutre, hein. Donc, et d'ailleurs, c'est pareil pour la Russie, hein. Avec le réchauffement climatique, eux, ça les arrange, hein. Parce qu'il y a des endroits de la Russie où il y a des zones minières où ils ont beaucoup d'uranium, des terres rares, ils ont beaucoup de lithium, des choses riches dans leurs terres qu'ils ne peuvent pas exploiter à cause du froid. Et donc, tout le monde qui pense que la Russie s'affaiblit, certes avec la guerre, certes, il est un peu affaibli, mais en termes de richesse dans leur pays qu'ils n'ont pas encore exploité, face aux États-Unis, moi, je pense que dans le sol russe, il y a beaucoup plus de richesse que dans le sol américain. Parce que eux, ils ont tellement exploité leur pétrole qu'ils sont obligés d'aller taper dans le bitumineux. Tu vois, ils vont taper dans un pétrole qui est de moins bonne qualité. C'est pareil. Au début, quand on a commencé à industrialiser le charbon, par exemple, on avait des gros trucs de charbon bien denses et tout, bien compacts et tout, et qui étaient intéressants. Maintenant, on est obligé d'aller de plus en plus profond pour chercher du charbon ou du pétrole, et plus on va profond, donc plus ça demande de l'énergie pour remonter ce pétrole-là. Et donc, ça va demander toujours plus d'énergie. On va chercher toujours plus profond. Donc, on va chercher toujours plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire quoi? On va mettre une centrale atomique à côté pour aller faire 300 km de profondeur pour aller chercher le pétrole jusqu'au fond de la croûte terrestre. Bah, au bout d'un moment, on ne pourra plus exploiter le pétrole. Et justement, il va y avoir un choc pétrolier dans les années 1930, 35-36, dans ces eaux-là, vers 30, ouais, 37. Dans ces eaux-là, il va y avoir un choc pétrolier. Et là, le Qatar et tout, les Arabie Saoudite et tout bordel, ce sera plus eux qui auront le monopole en fait sur le pétrole, parce que bah ils auront, certes là c'est les plus riches du monde, donc bah j'espère pour eux qu'ils investissent dans tout ce qui est panneaux solaires et énergie renouvelable, mais ça va créer une pollution aussi avec les batteries, les terres rares, etc. Mais disons que ces pays qui ont le pétrole comme ça, bah, pour le moment c'est eux qui ont le pouvoir, parce qu'ils fournissent le pétrole à une grande partie de la population mondiale. Mais un jour ou l'autre, il y aura forcément une fin. Et l'énergie va coûter de plus en plus cher, parce que l'énergie sur Terre, qu'on le produit, c'est une énergie qui est finie. Et ça s'appelle des énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, on n'a pas éternellement. Donc il va bien falloir trouver un autre moyen de générer de l'énergie. Ou partir sur justement de la basse consommation des ordinateurs, des smartphones qui vont consommer toujours moins. Pareil pour les maisons, qui vont consommer moins d'énergie pour fonctionner. Donc, c'est tout un ensemble. Par exemple, l'idée, rien que ça, mettre sur comment on appelle ça, les poteaux, les spots lumineux, là, je sais pas comment on appelle ça, les lampadaires. Bah, si on mettait justement des panneaux solaires sur chaque lampadaire et qui soit avec une petite batterie qui pourrait, avec des petites LED et éclairer justement avec le panneau solaire éclairé, bah, on ferait des économies parce qu'on n'aura plus besoin justement des centrales atomiques. Chaque pylône sera autonome. Ou pourquoi pas les relier tous entre eux ou créer un réseau peer-to-peer en termes d'énergie. C'est-à-dire que bah, il y a une batterie qui a un surplus d'énergie, bah, en fait l'énergie se répartit sur tout le réseau en fait. Donc ça crée un équilibre. Euh, c'est pareil pour les maisons. Les maisons qui ont des panneaux solaires, pourquoi pas faire un réseau peer-to-peer, par exemple, où toutes les maisons sont reliées ensemble pour justement créer comme un grand panneau solaire qui soit sur toute la France, en fait. Bon, après, il va falloir quand même faire beaucoup de travaux en termes de, de rénovation, de câbles électriques, etc. Mais il y a des solutions. Et bah voilà, moi c'est. Je suis parti sur la pyramide et tout, je suis parti après sur d'autres trucs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des solutions pour les pylônes, par exemple, les lampadaires, on peut mettre des panneaux solaires dessus, et, euh, et pourquoi pas, bon après, bon, je pense pas que les gens iraient voler le panneau solaire, ça servira à rien, quoi, ça va être des panneaux solaires qui vont faire quoi, 25-30 watts, c'est pas des trucs qui vont consommer énormément. Et s'il n'y a pas assez de lumière, bah, il y a le courant normal qui
va aider après le panneau s'il n'y a pas eu assez d'énergie pour la batterie. Ou pourquoi pas dans les villes, par exemple, où il y aurait des capteurs, où quand tu marcherais en ville, les lampadaires s'allumeraient à fur et à mesure. Et en fait, ils seront toujours éteints. Et c'est s'il y a un passant qui passe avec des capteurs de mouvement, ça s'allumerait quelques minutes. De façon à ce que toi, quand tu te déplaces, bah, les lumières s'allument à fur et à mesure. Et comme ça, bah, tu peux te déplacer en voyant où tu vas, quoi. Et ça ferait des économies de plusieurs millions d'euros en termes d'énergie et d'économie d'énergie, surtout. Donc voilà, bon, c'est surtout pour la question en fait du chakra de la gorge, la question pourquoi la pyramide est à l'envers. Est-ce que ce serait pas, la réponse ne serait pas de garder le silence, de plus parler, d'écouter ce qui nous entoure, les chants des oiseaux, le vent dans les arbres, je sais pas, prendre le temps de sentir les fleurs, de ressentir les odeurs qui sont autour de nous quand on va dans la nature, de ressentir l'énergie de la forêt. Toutes ces choses-là. Toutes ces choses qu'on oublie et qu'on perd. C'est comme, par exemple, reconnaître les plantes. On sait même plus reconnaître les plantes comestibles. Il y a des savoirs qu'on oublie et que s'il y a un effondrement économique et même sociétal, si on se retrouve à un état, je ne vais pas dire primitif, parce qu'il y aura toujours quelques technologies, mais on ne saura même plus comment se nourrir si on n'aura plus l'agroalimentaire. C'est pour ça, les plantes sauvages, il faut apprendre à les connaître. C'est important et il faudrait commencer d'ailleurs très tôt dans les écoles primaires, par exemple, à apprendre aux enfants quelles plantes ils peuvent manger, par exemple. Et ça peut être intéressant comme sortie scolaire, par exemple. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais parler. Et donc, oui, donc la pyramide, pour moi, je l'associe aussi à un serpent qui peut aussi penser, qui fait penser aussi à la Kundalini. Donc on peut aussi penser que, vu qu'il y a deux serpents, un blanc et un noir, donc le blanc, le blanc il n'est pas forcément gentil ou le noir il n'est pas forcément méchant. C'est juste qu'il faut savoir garder l'équilibre entre le blanc et le noir. Garder l'équilibre. Ça s'appelle la voie du milieu. Et donc, ne pas choisir le côté Abel, le côté bleu, moi j'appelle le 11, et le côté Kei, qui est côté rouge, qui est côté le 22, et après bah, la voie du milieu qui est le 33, la couleur verte. Et quand on regarde ces trois couleurs-là, le bleu, le rouge et le vert, ça donne le saphir, le rubis et l'émeraude. Les trois pierres des rois mages, par exemple. Et justement, le huitième chakra, d'ailleurs, pour en parler, pourquoi ce serait pas un diamant? Hmm. Une question que je me pose, parce que bah, le diamant peut aussi refléter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si on veut. Donc voilà, bon, petite vidéo comme ça. Je sais pas si ça intéresse du monde, mais je fais mon petit blabla pour un peu échanger sur la spiritualité et ce qui se passe un peu dans notre société et qu'il faudrait peut-être temps de prendre conscience. Après, je sais que les gens ont confiance, ont confiance, sont au courant de ce qui se passe actuellement, mais est-ce qu'ils font vraiment consciemment dans la société? Quand on va dans un magasin, ça nous coûte pas plus d'énergie, par exemple, de choisir une autre marque qu'une autre. Surtout que si le produit c'est le même. Euh, Par exemple, les produits surgelés, les gens vont dire ouais, mais non, c'est nul et tout. Mais quand tu prends des légumes qui sont congelés, quand ils sont dans l'usine, et ben ils vont sur des tapis roulants, ils arrivent direct dans le sac, ils sont direct congelés. Donc c'est des produits frais. C'est pas des produits qui ont été de plusieurs mois, quoi. Donc pareil pour les boîtes de conserve. Ça va dans des tapis, ça va dans des boîtes, c'est refermé, c'est chauffé, enfin c'est pasteurisé, et après c'est envoyé. C'est stérilisé pour pas qu'il y ait de bactéries, etc. Donc ça reste quand même des produits frais. Et donc, certes, manger des produits frais, c'est bien, par exemple les fruits et les légumes, etc. Mais c'est pas être, comment dirais-je, il n'y a pas de perte de vitamines en mangeant une boîte de conserve d'haricots, des choses comme ça. Euh, Après, il faut juste faut lire la boîte et voir les composants qu'ils ont dedans, mais en général, sur les boîtes de conserve de légumes, ils rajoutent pas de sucre ou de choses comme ça ou d'additifs alimentaires. Donc voilà. Bon, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.